Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais vous parler de ce projet qu'a énoncé Eric. Donc c'est un projet, on est à peu près à un peu plus de 2 tiers de ce projet-là. Ah bah c'est ici, ça va bien. Donc c'est un projet qui a commencé courant 2022, qui finira au printemps 2026, donc financé par l'Agence nationale de la recherche et qui implique une très forte collaboration entre EPOC et le BRGM, et puis également une participation du laboratoire CEREG à l'université d'Aix-Marseille. Alors, dans ce projet, on s'intéresse aux littoraux sableux, alors pas que en Nouvelle-Aquitaine, un peu partout dans le monde. Il faut voir que ces littoraux, ils couvrent à peu près un tiers du linéaire côtier mondial, et ils sont assez emblématiques des problèmes d'érosion. Et puisqu'on a une concentration des enjeux sur ces littoraux, il y a un besoin croissant de mieux réduire les risques. Et donc pour ça, il faut mieux les anticiper, mieux anticiper les aléas, et donc mieux comprendre et modéliser et prévoir ces aléas. Et pour ce faire, il faut pouvoir s'appuyer sur une très forte interaction entre les approches d'observation et de modélisation, avec du coup des approches qui doivent être robustes et pertinentes pour les échelles spatiales et temporelles qui sont d'intérêt ici. Alors par exemple, au niveau des données, de quelles données a-t-on besoin? On le voit sur cette image du littoral du Nord-Médoc que si on se balade et qu'on fait quelques centaines de mètres, voire même quelques dizaines de mètres le long de la plage, on va passer d'un système avec un système dunaire à un système anthropisé. On va avoir ensuite une forêt qui tombe dans la plage, une plage très large, un autre cordon dunaire. Donc il faut avoir une résolution spatiale assez fine. Pardon. Et il faut donc avoir une résolution spatiale assez fine des évolutions, et ça sur de grandes échelles spatiales évidemment. Le littoral de Nouvelle-Aquitaine, c'est plusieurs centaines de kilomètres de linéaire côtier. La France métropolitaine, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Et puis on le voit aussi, on le devine là, que les paysages et les évolutions contemporaines qu'on a sont assez largement hérités de trajectoires passées. Et donc il faut une profondeur historique avec une résolution temporelle aussi suffisante pour pouvoir appréhender la variabilité saisonnière ou au pire la variabilité interannuelle. Alors ce type de données à grandes échelles spatiales temporelles et à haute résolution spatiale et temporelle, elle n'existait pas jusqu'à assez récemment, et l'ouverture dans le domaine public des campagnes, notamment Landsat, donc ça c'est américain, et Copernicus, l'Europe, donc des campagnes satellitaires d'imagerie optique, à partir desquelles on peut utiliser des algorithmes et déterminer la position du trait de côte. Alors ce sont évidemment des données qui arrivent avec des incertitudes, mais quand même des données qui méritent d'exister. Et puis au niveau de la modélisation, alors l'approche peut-être la plus classique, c'est généralement à un endroit donné, on va récupérer des images aériennes historiques, déterminées à la main la position du trait de côte. Donc on va avoir 2, 3, 4 images dans le passé, et puis on va calculer une tendance, une régression linéaire, c'est une forme de modèle. On va étendre cette tendance dans le futur et rajouter une érosion supplémentaire liée à un événement extrême hypothétique ou l'élévation du niveau marin. Donc cette approche a le mérite d'exister parce qu'elle permet assez facilement et rapidement d'avoir des projections un peu partout. Par contre, il y a certaines limitations, notamment c'est la vision déterministe de ce genre d'approche. On a un point, or on sait très bien qu'il y a peut-être 5% de chances que ce soit là, mais 3% de chances que ce soit 10 mètres plus loin, etc. L'autre problème souvent, c'est qu'on a assez peu de points dans le passé, et donc les tendances peuvent être statistiquement pas très significatives. Et puis on a pas mal d'environnements également. Alors là, c'est issu de l'imagerie satellite. On voit l'évolution du trait de côte. À certains endroits, on voit que la tendance linéaire, ce trait noir, elle n'est pas forcément représentative des tendances récentes. On voit qu'ici, sur les 40 dernières années, on a une accrétion. Or, depuis 10 ans, ça recule à plus de 10 mètres par an sur cette zone au sud du bassin d'Arcachon. Donc au niveau du modèle, alors c'est un problème assez complexe. L'évolution du trait de côte, elle est contrôlée par une myriade de processus hydrosédimentaires qui interagissent entre eux. Donc l'approche de modélisation, elle s'apparente à la modélisation ce qu'on appelle des systèmes complexes, où généralement on peut utiliser des modèles très compliqués, et en augmentant la complexité du modèle, généralement on peut réduire l'erreur de calibration, parce qu'on a énormément de paramètres ajustables et de degrés de liberté pour faire coller le modèle. Le problème généralement de ce genre de modèle, c'est que quand on fait de la prédiction, ils ont des erreurs relativement fortes, en plus des problèmes de temps de calcul, donc erreurs de prédiction généralement liées à des problèmes d'overfitting notamment.
Donc ces modèles-là, ils sont trop simples. Ces modèles-là sont trop compliqués. Et il faut trouver un type de modèle un peu dans cette famille-là. Et c'est la famille un petit peu de ce qu'on appelle les modèles à complexité réduite. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là-dedans. Et en gros, Shormosat, l'idée, c'était vraiment de pouvoir combiner les approches d'observation et de modélisation pour mieux comprendre les évolutions passées et prévoir les évolutions futures. Donc on le voit par exemple par rapport aux 3 autres projets et qui vont être présentés juste après, que ce n'est pas du tout un projet qui a été co-construit avec des partenaires. C'est vraiment un projet de recherche amont. J'espère que je vais vous démontrer que c'est un projet qui peut avoir des implications à court à moyen terme pour nos partenaires gestionnaires. Donc la structure du projet, c'était la suivante. Donc on avait un work package qui consistait à améliorer et développer des modèles d'évolution de trait de côte. Il faut voir que par exemple les modèles de Shormosat ont été les seuls modèles français qui ont été présentés à l'expérimentation de benchmarking qui a eu lieu en Australie l'automne prochain, qui visait à intercomparer tous les modèles d'évolution de trait de côte développés par les différents labos dans le monde. On a également un work package d'imagerie satellitaire qui cherche notamment à mieux quantifier et contraindre les incertitudes. On a là aussi participé à un benchmarking des algorithmes développés par les différentes équipes au niveau international. Un work package dont je ne parlerai pas, donc, qui est autour de la calibration et de l'assimilation de données, c'est le sujet de thèse de Yorgos Azorakos qui finira et qui soutiendra sa thèse à la fin de l'année, donc co-encadré avec Déborah Heidier. Et puis on a 2 work packages, là le 4 qui est autour de l'étude des contributions respectives des différents facteurs sur les évolutions passées et un work package sur les évolutions futures, notamment dans le cadre du changement climatique. Et puis évidemment, un work package de management de projet et de transfert des connaissances. Donc là, j'ai essayé de vous présenter 2 résultats, donc sur les échelles pluriannuelles décennales et à l'horizon 2100. Et comme on est au R3 Rivage, je vais présenter quelque chose qui a lieu en Nouvelle-Aquitaine. Alors sur les échelles pluriannuelles à pluridécennales, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé tout le littoral de la Nouvelle-Aquitaine, le littoral sableux de Nouvelle-Aquitaine, en tout cas l'immense majorité de ce littoral sableux, en plein de petites boîtes où on a plein de transects espacés de 500 mètres. Et pour chacune de ces boîtes, on a récupéré toutes les images satellites disponibles depuis les années 80. Et on a extrait la position du trait de côte le long de chacun de ces transects. Ici, c'est un exemple, donc c'est le sud de l'île d'Oléron. On a des reculs qui sont assez spectaculaires à cet endroit-là. Je vous montre aussi ça pour vous montrer que le trait de côte avançait jusqu'à la fin des années, début des années 90, et s'est mis à reculer très rapidement. Et je montre aussi ça parce qu'on a un gros trou dans les données. En fait, quand on a réalisé cette étude il y a 3-4 ans, le catalogue Landsat était encore incomplet. À l'heure actuelle, si on relance l'étude, on aura des points également sur cette période-là. Donc, pour chacun de ces transects, on peut calculer les tendances et également identifier les zones où on a eu des changements de trajectoire. Donc, pour ce qui est des tendances, on peut faire ça sur tout le littoral aquitain. Ici, vous avez de Nouvelle-Aquitaine, vous avez ici en couleur ou à droite les valeurs du taux d'érosion ou d'accrétion chronique. On voit que, en moyenne, ça s'érode, qu'on a des zones les plus dynamiques qui sont adjacentes aux embouchures. Et ce qu'on a montré également, là, j'ai pas le temps d'en parler, c'est que en dehors des zones adjacentes aux embouchures, les taux d'évolution chronique sont très largement corrélés au gradient de dérive littorale. Donc c'est un peu barbare, mais ce que ça veut dire, c'est que l'érosion chronique qu'on observe sur la plupart des littoraux landais et girondins sont en fait d'origine naturelle et liées à la configuration de notre côte, du plateau continental et de l'exposition aux vagues. Alors ce qu'on peut faire, vu qu'on a plein de données à la fois dans l'espace et dans le temps, c'est regarder l'évolution de la position moyenne du trait de côte. Donc ici, les petits points gris, c'est les zones où on n'est pas très confiant statistiquement. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une érosion. En moyenne, le trait de côte, il s'est érodé de 20 à 30 mètres par an, suivant la méthode qu'on va utiliser. Donc une érosion entre 0,5 et 1 mètre par an sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. On peut deviner une légère accélération dans la dernière décennie. Et surtout, ce qu'on voit, c'est une forte variabilité interannuelle. Et cette variabilité interannuelle, elle est liée en fait à la tempétuosité de l'hiver dans le golfe de Gascogne. Et ça, on sait que cette tempétuosité, des hivers plus ou moins tempétueux, c'est lié à des modes de variabilité naturelle du climat. Donc là, ce n'est pas du changement climatique, c'est de la variabilité interne du climat. On voit par exemple en haut à gauche, vous avez l'oscillation nord-atlantique, donc c'est la NAO, et sa corrélation avec l'énergie des vagues en hiver. On voit qu'on a une très forte corrélation positive, ce qui veut dire qu'en phase positive d'oscillation nord-atlantique, on a des vagues beaucoup plus grosses au niveau des hautes latitudes. Par contre, quand on regarde chez nous, c'est rouge très pâle, donc il y a assez peu d'influence.
Pareil pour l'indice SCAND, il n'y a quasiment aucune influence. Par contre, WEPA, qui est un indice qu'on avait développé avec des collègues anglais, on voit que ça explique une très bonne part de la variabilité. Donc ce qu'on a voulu faire là, plutôt que de le faire avec les vagues, c'est de le faire avec la réponse du trait de côte. Et ça, tout le long du littoral sableux de Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on voit quand on regarde avec SCAND, en effet, on a des corrélations qui sont très très faibles, proches de zéro. La NAO, on a un signal sur les vagues un peu plus important, on a également un signal un peu plus important sur le trait de côte. Et pour WEPA, on voit qu'on a des corrélations assez fortes, et en tout cas statistiquement significatives, sur tout le long des littoraux qui sont, on va dire, loin de l'influence des zones d'embouchure. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on a un hiver tempétueux, plus on a de l'érosion, et on peut le relier avec des indices climatiques. Alors vous me direz à quoi bon ? En fait, ça fait quelques années maintenant qu'on collabore, notamment dans le cadre du réseau de recherche impulsion de l'Université de Bordeaux, avec des climatologues, et on commence à avoir une certaine forme de prévisibilité de ces indices climatiques à l'échelle pluriannuelle. Et l'autre chose, c'est que, là je vous ai parlé des vagues, je vous ai parlé du trait de côte, mais ces indices climatiques et la combinaison de ces indices climatiques contrôlent également la pluviométrie, le débit des fleuves et d'autres indicateurs comme l'érosion des bassins versants ou l'oxygène dissous, la température de l'eau, etc. Et donc l'idée, et c'est un peu l'objectif de briques qui existent dans les projets IRICO et Coralie, dont Aldo parlera tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de continuer sur ces travaux-là et d'aboutir à terme à des services climatiques et de fournir aux partenaires gestionnaires une idée de est-ce que dans les 3, 4, 5 prochaines années, on va avoir plus d'érosion que la moyenne ou pas. Je prends l'exemple de l'érosion, mais encore une fois, ça peut être le cas de pas mal d'autres indicateurs. Un autre exemple, cette fois à l'horizon 2100. L'horizon 2100, c'est parce que c'est le changement climatique, c'est les horizons du GIEC avec nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, pour la modélisation du trait de côte, donc avec le BRGM, on a co-développé, notamment dans le cadre de la thèse d'Arthur Robinet, un modèle qui s'appelle Helix-Shore, qui est capable de simuler les jolies évolutions du trait de côte sableux sur une large gamme d'échelles spatiales et temporelles, comme on voit ici, par exemple, des flying sandspits sur certains types de côtes. Il peut prendre en compte les ouvrages en dur, qu'ils soient naturels ou artificiels, donc ça permet de simuler assez finement l'influence, par exemple, de digues ou de brise-lames. Alors, ce n'est pas complètement satisfaisant. Il y avait pas mal de limitations au début du projet, notamment lorsqu'on a des houles obliques et qui créent un transit littoral dans ce sens-là. En fait, le sable passait de l'autre côté si et seulement si le trait de côte arrivait à l'extrémité de la digue. Or, on sait très bien qu'en conditions naturelles, le sable peut également transiter dans la zone de déferlement ou hors de la zone de déferlement. Donc, tout ça a été paramétrisé. Un autre aspect également qui était limitant, c'est qu'on le voit sur ce genre de littoral, le trait de côte, c'est un petit peu réducteur comme indicateur du littoral, et il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble du profil. Et donc, ce qu'on a fait, c'est coupler ce modèle d'une ligne de trait de côte avec un modèle de profil de plage pour simuler une large gamme de réponses de profil. Donc, je vais vous montrer un exemple d'application pour rappeler que ces travaux, ces développements ont été réalisés dans le cadre des thèses d'Elsa Durand et de Mohamed Traboulsi qui vont soutenir cette année. Je vous montre un exemple d'application sur le site de Lacanau. Donc, le site de Lacanau, vous le connaissez, on a plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui transitent du nord au sud. On a cet ouvrage de défense qui fait plus d'1 kilomètre. Pour l'instant, tout le sable passe au large de l'ouvrage, mais avec l'érosion chronique, on a 1 mètre par an environ d'érosion chronique et l'élévation niveau marin. On sent bien que le trait de côte va arriver derrière l'ouvrage et qu'il va commencer à stopper une partie de ce transit sédimentaire. Donc c'est ce qu'on a essayé de tester. On a pris une certaine condition de vague, un certain scénario d'émissions de gaz à effet de serre, un certain taux d'érosion. Donc ici, on a la configuration initiale en 2010, où on a l'ouvrage de Lacanau au milieu. Et ce qu'on voit, donc en pointillé rouge, c'est l'évolution du trait de côte en 2050. Donc en fait, c'est les projections qu'on a quand on projette les tendances passées. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'après, à l'horizon 2100, on a complètement un décrochage au sud. En fait, ça correspond au fait que pour ce type de simulation, on a un changement de trajectoire en aval des rives littorales autour des années 2050-2060. Chose qu'on ne peut pas avoir par les méthodes classiques. Alors, encore une fois, le trait de côte, ça peut être un peu réducteur. Ici, vous avez des profils à différents endroits de la côte. Donc, le profil du milieu, c'est là où il y a l'ouvrage. Donc, très bien, le trait de côte, il reste au même endroit.
Le problème, c'est ce qu'on voit, c'est que vu qu'il n'y a plus d'espace d'accommodation du système plage dune, et ben, plutôt que de reculer, et ben, en fait, tout l'estran s'affaisse et on a disparition de la plage. C'est quelque chose qu'on commence déjà à voir. Et ça permet quand même d'avoir des idées sur dans combien de temps les plages pourraient disparaître à cet endroit-là. En aval des rives à droite, en amont des rives, pardon, à droite au nord, donc, on a une dune qui s'érode, mais pas trop. Par contre, à gauche, on a une dune qui peut carrément disparaître si on garde un mode de gestion de la dune qui est relativement fixe. Donc ça montre plusieurs choses, hein, ce genre d'exercice, c'est qu'on peut explorer des changements de trajectoire et on peut également, au-delà de l'évolution du trait de côte, potentiellement regarder ce qui se passe au niveau de la disparition des plages ou de la disparition des dunes et apporter du coup des clés, ou en tout cas des connaissances scientifiques pour que les gestionnaires adaptent leur stratégie. Encore une fois, là, Mohamed est en train de travailler là-dessus, c'est maintenant faire ça dans un cadre probabiliste avec, en utilisant plein de scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'érosion chronique et d'autres paramètres du modèle. Donc pour conclure, l'imagerie satellitaire combinée à la modélisation à complexité réduite permet des avancées majeures dans la compréhension de l'évolution du trait de côte et du système littoral, en tout cas sur les systèmes sableux. Donc on voit que ce travail de recherche plutôt à caractère fondamental peut amener des résultats, donc en termes de données satellitaires, d'outils, hein, avec ce type de modèle, ou de services, on l'espère à terme avec les services climatiques, qui peuvent être utiles pour les gestionnaires de l'échelle de la tempête, mais aussi bientôt aux échelles pluriannuelles et décennales et à l'horizon 2100, sachant que c'est encore relativement exploratoire et qu'on espère arriver avec des résultats plus concrets et plus utiles directement pour les gestionnaires, on espère à la fin des projets IRICOT et IRIMA. Je vous remercie.